Voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bienvenue à toutes et à tous au comptoir des mots pour cette soirée Girls Power autour de la déferlante. Je suis Marie Morel, libraire, directrice et animatrice de Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes qui se passe ici depuis 5 ans. En mars 2021, il y a 1 an, je ne pouvais pas faire de soirée Girls Power parce qu'il y avait le couvre-feu et on avait quand même réussi à trouver un moyen pour faire un épisode spécial La Déferlante pour la parution du premier numéro avec Marion Pilas et Iris Dereux. Du coup, c'était assez logique qu'on se retrouve ensemble ce soir pour fêter ce premier anniversaire. Alors La Déferlante, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un média pour penser le monde au prisme du genre, une revue papier trimestrielle et une newsletter. Alors, pour La Déferlante, on a vu les différents numéros, on a vu naître, manger, lutter, aimer, et là c'est parler, la parole qui est au centre de ce numéro. Alors, je me demandais du coup comment s'était effectué le choix du coup de ce thème-là. Je serais pas trop capable de dire l'instant T où on a dit qu'on allait traiter de parler. En général, les choix des dossiers, les choix des sujets des dossiers de La Déferlante, ça apparaît dans nos comités éditoriaux, où il y a donc une vingtaine de personnes, dont Axel. Et beaucoup d'idées sont lancées et il y a des thèmes comme ça qui font mouche. Et je pense que parler en a fait partie parce que... Ah si, voilà, je me souviens maintenant. En fait, on était partis sur un truc pas du tout glamour, c'était voter. Voilà, vous déprimez toutes. Et en fait, ça faisait très documenté, livre de la documentation française, de sociologie politique, un truc vraiment, personne n'a envie. Et en fait, en évoquant ce qui se passait davantage dans la société civile, donc sur quelque chose de beaucoup moins institutionnel que la parole exprimée via le suffrage, on s'est dit, parler en fait, et assez naturellement, on ne cesse de parler avec MeToo de la libération de la parole. C'est ça qui marque un peu une ouverture de cette séquence MeToo, même si Axel pourra dire qu'en fait, la parole est là depuis très longtemps. Mais la parole est enfin écoutée, disons, avec la séquence MeToo en 2017. Et donc, je pense qu'on a toutes et tous le souvenir presque charnel de paroles qui nous ont marqués. Et c'est vrai que c'est un peu le hasard, mais ça fait sens que ce soit Adèle Haenel, notamment, qui soit présente dans la rencontre du numéro, parce que, moi, à titre personnel, et c'est marrant, c'est quelque chose qui revient à chaque rencontre. Chaque invité nous parle de ce soir-là où Adèle Haenel, devant Edoui Plenel, et je crois que c'est Marine Turki, a parlé de l'agression sexuelle dont elle a été victime. Et donc, voilà, c'était des choses qui étaient très cohérentes à l'échelle d'un numéro, et plus globalement dans ce qui est notre ligne éditoriale, à savoir de raconter ce moment, cette séquence féministe qu'on ne cesse de vivre et de manière collective. Axel, dans ce numéro-là, il y a l'article que tu as écrit « Et ne sommes-nous pas des filles ?» Et tu fais partie aussi du comité éditorial. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait là, cette participation-là pour écrire cet article ? Alors, c'est Lucie Giffroy qui est venue me chercher. Alors, initialement, c'était une commande autour de Mariam Abbar. Je devais faire autour du texte, autour d'un extrait en fait de l'œuvre de Mariam Abbar. Et puis elles ont eu cette fameuse réunion où elles se sont dit votez peut-être pas, en fait on va aller faire la parole, tout ça, etc. Et je me souviens de recevoir un coup de fil de Lucie. Je suis en route, et je vous jure que c'est vrai, je suis en route pour rencontrer mon éditrice pour la première fois. Et j'ai Lucie en ligne qui me dit écoute,
est-ce que tu veux bien nous faire un papier sur l'après la fille sur le canapé? Parce que voici la thématique qu'on souhaite aborder. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé, quel impact ça a pu avoir, etc. Et je m'arrête au milieu de la route en mode, ok, rien que ça, ouais. Écoute Lucie, je sais pas, laisse-moi 48 heures de réflexion parce que ça veut dire pour moi retourner là. Et sur le coup comme ça, je suis genre, je suis pas sûre que je suis pas sûre d'avoir envie de... Surtout que la fille sur le canapé, parce que je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est le podcast que tu as fait. Un podcast consacré donc aux violences sexuelles au sein des communautés noires sur les jeunes filles mineures. Il est également question des garçons mineurs via le truchement d'un des témoignages. Et c'est donc mon histoire personnelle. Et il y a 5 autres témoins autour de moi qui ont en commun de venir des mondes noirs, toutes, qui ont été donc agressées dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans la préadolescence. Et c'était important pour moi que ce soit un chœur de voix, parce que très souvent, quand moi je vivais cette étape-là, je croyais que j'étais toute seule. Je croyais que ça n'était arrivé qu'à moi. Et les convier, elles, c'était d'un coup dire, d'une part, qu'on est beaucoup plus nombreuses que ça, et puis dire à la petite que moi j'étais, en fait, il y en avait d'autres. Et je crois que c'est le même sentiment pour elle aussi. Voilà, ça s'est fait un peu sur 2 niveaux. Il y avait les petites en nous qui se parlaient les unes aux autres, et puis il y a les femmes adultes d'aujourd'hui qui pouvaient avoir un propos réfléchi, un peu distancié par rapport à tout ça. Et en fait, ça m'a demandé beaucoup de... émotionnellement, ça m'a demandé beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que quand je reçois le coup de fil de Lucie, je suis un peu genre... ah ouais, peut-être pas, quoi. Et voilà, et c'est le moment où vraiment moi je rencontre mon éditrice qui me dit on a reçu ton texte, on l'a lu, on l'adore, enfin c'est parti quoi. Et c'est la même journée, et donc du coup le week-end je suis un peu azimutée. Et puis le lundi je rappelle Lucie en disant tu sais quoi, en fait si cette proposition se fait à moi maintenant, c'est qu'il y avait quelque chose à clore. Et je pense que ça va passer par vous. Et oui, je vais le faire, ce papier. Et je suis contente de l'avoir fait, de mettre... la descente a été un peu moins difficile que pour le podcast. Forcément, c'est pas le même format. Mais je trouve que c'est important que ce soit posé sur le papier pour toujours, quelque part. Et c'est aussi une porte d'entrée pour des gens qui n'ont pas encore écouté le podcast, qui découvrent en fait du coup à travers votre article que ce contenu existe. Donc c'est tout bénef en fait pour tout le monde à tous les endroits possibles. Et merci quoi. Voilà, merci. Merci. Ouais, c'est parfait parce que tu me fais une transition parfaite pour ma question d'après qui était justement de revenir sur parce que tu as fait 2 podcasts que tu avais fait avant, donc Me, My Sex and I, qui fait entendre au cœur de l'intime les expériences personnelles des femmes noires, et La fille sur le canapé. Et je me suis demandé justement, parce que c'est vraiment des formats différents, comment tu es passé de l'oral du coup pour le podcast à l'écrit par cet article, mais aussi par le journal intime. Alors, je pense que j'ai toujours... en fait, je crois que je fais pas de distinguo entre l'oral et l'écrit. J'écris comme je parle, en fait. Donc, le podcast était un support très naturel pour moi. Parce que, déjà, j'ai baigné dans le son quand j'étais petite. J'ai grandi dans une maison où on écoutait beaucoup la radio. La personne qui était en charge de mon éducation travaillait sur les ondes. Donc la radio était omniprésente. Donc j'ai vraiment, mon oreille s'est fait à ça, et c'est ma grammaire en fait de départ. Parce qu'en fait quand moi j'arrive en France, je sais lire et écrire, on veut me faire sauter une classe, on veut me faire rentrer directement en CE2, et bizarrement à ce moment-là, les adultes qui ont en charge mon éducation ont la présence d'esprit de dire non, que ce serait un choc trop grand, plus tous les autres chocs que je me retrouve dans une classe avec des très grands, et bon, voilà. Donc du coup, je m'ennuie un peu pendant les cours, et j'ai la chance d'avoir une maîtresse d'école qui est
fabuleuse qui s'appelle Nicole. Je ne sais pas son nom de famille, et ça c'est un truc, voilà, quand vous êtes petit, vous connaissez le prénom de la maîtresse, mais j'ignore son nom de famille, et je suis encore incapable de le dire aujourd'hui, mais je pense que cette femme est encore vivante, donc si jamais elle m'entend, merci, qui en fait me donne les clés de la bibliothèque qui est dans la classe. Et elle me propose d'aller lire, pendant que les autres font les devoirs que moi je fais en à peu près 40 secondes. Donc, et je me retrouve comme ça, à découvrir la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, le machin, le truc. Et en fait, c'est une combinaison des deux. C'est ce truc de la lecture et le son que j'entends à la maison. Et je pense que j'ai une écriture qui est de cet ordre-là, en fait. Et je fais pas la différence. J'entends, en fait, dans ma tête, et ce que j'entends, en fait, je le retranscris. Donc je pense que c'est un peu ça qui explique peut-être la singularité de mon écriture. J'écris quelque chose que j'entends, en fait. Avant même de l'écrire, je l'entends déjà. C'est un texte qui est très personnel, parce que tu racontes du coup une grande partie de ta vie depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, et notamment les violences que tu as subies. Il y a des souffrances, il y a des joies, il y a toute une partie sur la réappropriation de ton corps. Est-ce que ça a été difficile de l'écrire, d'une part, et d'autre part, là tu viens d'en parler en parlant de ta rencontre avec ton éditrice au Diable Vauvert, mais est-ce que ça a été compliqué de le faire publier ? Il faut savoir que mon éditrice au Diable Vauvert, donc qui s'appelle Marion Mazoric, est arrivée 20 ans après que j'ai commencé à démarcher pour publier ce texte, que je me suis beaucoup entendu dire que je n'écrivais pas tout à fait comme une africaine. Ce qui veut dire, je sais pas, je veux pas y penser, je laisse ça aux gens qui peuvent tenir ce genre de propos en 2021, 2020, 2018, bref. Et c'est rigolo parce qu'en parler, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de colère maintenant, parce qu'en fait le truc est fait, et que je suis genre, bon, vous savez quoi, c'est le public qui va la réponse sera celle du public en fait. Mais ça a été long et épique pour arriver là. Parce que la publication que pour l'écriture. Ouais, plus pour la publication que pour l'écriture. Et en fait, moi, l'écriture, elle s'est faite par périodes successives. Moi, je suis arrivée en fait avec une collaboration en 2015 qui est Volcanique, une anthologie du plaisir, un ouvrage collectif sous la direction de Léonora Miano, qui parlait du plaisir féminin. Et nous étions 12 autrices des Mondes Noirs qui faisions chacune une nouvelle sur ce sujet-là. Et cette série, enfin ce recueil faisait suite à un premier recueil qu'elle avait fait avec les hommes, qui s'appelait Première Nuit. Et autant les hommes s'étaient arrêtés à la porte de la chambre et n'avaient pas... Bref, autant nous les femmes, on était allés au bout quoi. Et en fait moi c'est par ce texte-là en fait que j'arrive en fait sur la scène publique, et j'arrive sur la scène publique avec ce texte-là et je suis en mesure de l'écrire parce que la littérature érotique m'a permis de me réapproprier en fait mon corps après l'agression que j'ai subie quand j'étais adolescente. Et j'ai un rapport à cette écriture-là qui est... quand Léonora me demande, je me dis, bon, ok, c'est elle qui te demande, donc te foire pas. Et pourquoi pas ? Et je le fais, en fait, sans vraiment mesurer l'enjeu, ce que ça peut vouloir, comment ça peut être accueilli, etc. Et en fait, c'est à l'accueil que je prends conscience que les gens sont surpris, encore une fois, par visiblement la plume. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, vous êtes surpris ? Et c'est ce truc du je ne devrais pas écrire de cette manière-là, mais je n'arrive pas à comprendre, en fait, ce que ça veut dire. Pour moi, vous êtes lectrice, vous êtes autrice, vous êtes... faite de plein d'influences, traversée de plein de livres. Moi, je suis mais pétrie de livres et de références. Et je n'arrive pas à comprendre quand quelqu'un me dit « Ah, mais on est surpris par votre écriture, elle est tellement quoi ?» Tellement quoi ? Donc, ce truc-là fait que je pense que ça a été compliqué pour
Les éditrices, et ce sont des éditrices auxquelles on a eu affaire, malheureusement. C'est pas des éditeurs, quoi. Et ce sont parfois des jeunes éditrices qui n'ont pas saisi ce texte ou qui nous ont répondu que les féministes avaient déjà beaucoup écrit sur le corps et sur l'érotisme et tout ça. Et je me mordais la langue pour pas dire « Ouais, mais les féministes blanches, en fait, les meufs. » Et vous pouvez pas dire ça, enfin, si, vous pouvez le dire, votre agent se charge de le dire, donc voilà, c'est Roxane, Edouard, mon agent, qui se chargeait de la sale besogne, mais c'est tellement compliqué d'expliquer les différentes couches qui étaient en jeu juste pour ça, que effectivement Marion, elle a pas compris, en fait. Moi quand je la rencontre la première fois, la première question qu'elle me pose, c'est « Excuse-moi, mais... qu'est-ce qu'ils ont foutu les autres, en fait? Pourquoi c'est pas encore publié, quoi? Et je la regarde en me disant, mais moi, je ne sais pas non plus, Marion. Et elle était sidérée, quoi. Et sur le coup, j'ai un truc de décompression en me disant, ok, donc j'étais pas folle, il y a quand même des gens qui se rendent compte. Et elle, c'est son métier, enfin, c'est une sommité dans ce métier, et elle te dit ça, et tu te dis, ah ok, donc je suis pas cinglée, quoi. Et bah, heureusement, elle arrive au bon moment, et elle, mais ça s'est fait en 6 mois. Ça a été, mais emballé, pesé, allez, on y va, quoi. Et je pense qu'elle est extrêmement contente de l'accueil que voilà, qu'on constate, nous, depuis même pas 10 jours, quoi. Et moi, ça me fait plaisir aussi, parce que je me dis que ce sera moins difficile pour d'autres derrière d'arriver, parce qu'en fait le propos, c'est pas que je sois seule, unique, machin, enfin, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on entende d'autres voix, avec d'autres récits, avec d'autres narrations là qui puissent arriver, parce que j'aurais réussi ce coup de poker, quoi, et que du coup, parce qu'on est dans un système capitaliste, dans les maisons d'édition, tout le monde voudra aussi ramasser la mise. Mais putain, soyons clairs, hein. C'est ça qui va se jouer, ça va se passer comme ça. Et c'est vrai que c'est l'enjeu là. Pour moi, c'est à ça que je pense. Je me dis, ok, il faut que derrière, les ventes suivent, parce que derrière, c'est pas juste une histoire de vente, c'est ouvrir la voie, ouvrir la porte, en tout cas, à autre chose en matière de narration et en matière de littérature francophone, et qu'on arrête de dire aux gens qui viennent d'ailleurs, quoi. C'est de la niche. C'est de la niche. On avait reçu Laura Nsafou, qui avait été confrontée à beaucoup de refus, du coup, de maisons d'édition, notamment pour ses albums jeunesse, comme 1 million de papillons noirs, entre autres, qui finalement a été réédité. A été édité une première fois par Bill Bokeh, je crois, et qui a été réédité là chez Cambourakis. Mais avant ça, effectivement, elle nous racontait qu'elle avait eu des réponses qui étaient scandaleuses et qui n'avaient effectivement aucun sens. Et voilà. Et en plus, qui lui disait, mais en termes de vente, c'est de la niche, ça n'intéressera personne, quoi. Elle en est quand même au 10e tirage. Hein. Ouais. Donc quand même, il faut le savoir, comme quoi les gens... Il y a des gens qui ont du nez, hein, ils sont bons dans leur métier. Et vraiment, voilà, Laura, c'est un exemple typique, quoi. Et ça veut dire, vous vous rendez compte de tout ce dont on se prive, en fait? C'est quand même super dommage, parce qu'en fait, peut-être que les conversations qu'on a aujourd'hui pourraient être beaucoup plus enrichissantes si on laissait rentrer, en fait, tout ce petit monde, quoi. Donc, moi, je veux la suite. En fait, je suis déjà à la suite. Je veux juste que derrière ce soit, mais la porte ouverte à d'autres gens, quoi. Vraiment. Là, j'aurais le sentiment d'avoir été vraiment utile, quoi. Il est beaucoup question du corps, justement, et de la transmission, que tu évoques notamment dans ton épilogue, et qui sont des thèmes qui sont traités dans les différents numéros de La Déferlante. Pourquoi est-ce que le corps et la transmission sont à intégrer dans la lutte et sont des éléments importants pour faire changer les choses? Ah non. Elle se regarde. Non, toi d'abord. La transmission, c'est... je crois que c'est pour avoir à la fois et la force et l'humilité de se dire que
on ne part pas de rien, donc on n'invente pas tout, que des choses ont été dites avant nous, des femmes se sont mises en colère, ont lutté avant nous, on fait le dos rond aussi, parce qu'il faut arrêter de célébrer toujours les femmes fortes. Et donc, je pense que c'est toujours très émouvant d'ailleurs de se dire, de regarder en arrière. Alors ça peut être dans les années 70, la deuxième vague du féminisme, ça peut être beaucoup plus ancien. Des fois, c'est des textes vraiment qui datent de loin. Dans le numéro 4 de La Déferlante, on a fait tout un truc sur les précieuses pas ridicules. Et donc, en parlant de l'autrice Madeleine de Scudéry, que plus personne ne lit, parce que de fait, ça a très mal vieilli, mais elle a un propos sur la conjugalité, la mise en couple, une critique du mariage qui est très... c'est complètement en phase, et donc c'est toujours hyper émouvant de se dire, il y a vraiment, dans la transmission, il y a une commune humanité féminité une condition en tous les cas qui se recrée, et ça c'est toujours très fort. Et sur le corps, je crois que c'est... je crois qu'on y revient toujours. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans le thème parler, et dans le prochain numéro, dans le numéro 6 qu'on est en train de boucler, on est sur rire. Et aussi bien parler que rire, on en revient. C'est comme ça que s'ouvre le numéro du dossier. C'est un verbatim où des personnes trans, des femmes trans racontent comment elles trouvent leur voix, et comment d'aller chercher quelque chose comme ça qui est profondément au fond de soi, parce que parler, rire, chanter, c'est un truc qui vient du beat, quoi. C'est des tripes, et donc c'est une manière d'être présente à soi, alors que constamment les femmes sont prises dans cette chose où il faut à la fois qu'elles soient visibles pour être regardées, et en même temps invisibles pour ne pas prendre trop de place. Donc faire entendre ce qui vient du corps, parler, rire. Un jour on fera chanter et danser aussi. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Oui, on a beaucoup de... du coup, c'est des choses qui vont assez de soi, parce que c'est aussi une forme de jouissance. Là, à l'heure actuelle, on voit ce qu'il en coûte dans ce contexte sanitaire compliqué. On voit ce qu'il en est d'être privé juste de cette petite chose qui consiste à pouvoir marcher librement dans la rue sans masque, et avoir... donc il y a ce truc, et de la même manière, on est sensibilisé par les luttes anti-validistes sur ce que ça signifie d'avoir un corps empêché dans une société validiste. Donc... voilà, c'est une forme de présence à soi qui je pense, donne tout son concret aux luttes, quoi. Et voilà. Non, mais elle est bien, sa réponse. Hein. D'accord. Non, tu peux pas me dire ça après avoir écrit un épilogue comme ça. Je fais du teasing. Ouais. Forcément, alors le corps, pour moi, alors, paradoxalement, ça part d'abord d'une intrusion. Je pense que je ne serais pas inscrite dans le corps comme je le suis, dans la jouissance, dans le plaisir, s'il n'y avait pas eu cette agression-là au départ. Parce que c'est la raison pour laquelle, en fait, je prends conscience de cette partie-là de mon anatomie. Avant ça, personne n'en a parlé. J'ai pas eu il n'y a eu aucune parole au sein de la maison sur ça. Je ne sais même pas, je connais pas le mot viol, il n'existe pas en fait. Et c'est parce que je me fais déloger avec brutalité de cet endroit-là que je vais me questionner en fait, et essayer de comprendre ce qu'on m'a fait. Et c'est le début en fait de la quête et de la réappropriation. Et pas très loin derrière, enfin c'est pas très loin, c'est une dizaine d'années plus tard, quand je vais découvrir mon histoire familiale, parce qu'elle est pleine de rebondissements, il y a des choses qui sont dissimulées et que je découvre à 25 ans, je vais découvrir que cette façon de rentrer
dans l'intime, avec cette brutalité-là, est intergénérationnel en fait. Que ça a été le cas pour ma mère, que ça a été le cas pour ma grand-mère, et que personne en fait dans notre lignée à nous n'est rentré de son plein gré dans la sexualité parmi les femmes. Donc là d'un coup tu te dis c'est un peu lourd là les gens quand même. Donc là on est sur un truc de mémoire, c'est-à-dire que dans mon corps, même sans le savoir, il y a quelque chose qui s'est inscrit, je vais avoir envie en fait de désamorcer ça, de comprendre de quoi il en retourne, parce que je suis maman et que j'ai à mon tour une fille et que c'est évident pour moi que je ne veux pas lui transmettre ça. Donc aller chercher de quoi il en retourne, comprendre quel est le sort qui a été fait à ma mère, comprendre que son sort à elle est aussi le sort des femmes d'avant, mais réaliser aussi toutes les stratégies qu'elles ont mis en place pour, en dépit de ça, trouver quand même de l'amour, et combien on a une tradition aussi qui est visiblement de s'aimer de mère en fille dans ma famille. On a des liens très forts en fait. Ma mère avait aussi un lien très fort avec la sienne, et quand je vois le lien que moi j'ai avec ma fille, je suis un peu genre d'accord, il y a quand même 2-3 trucs qui se sont transmis. Ces choses-là aussi me permettent d'aborder cette question du corps, mais de l'intérieur. Je suis pas partie d'injonctions extérieures qui m'auraient été faites. C'était une question de survie en fait. À un moment donné, si j'avais pas trouvé des textes comme celui de Maya Angelou, je sais pourquoi je chante l'oiseau en cage, qui racontait une histoire de violence sexuelle sur une petite fille noire, même si la petite fille noire était noire américaine et appartenait pas à mon espace, mais c'est la première fois où je me dis je suis pas folle, ça arrive bien, même si Maya Angelou est plus jeune que moi, elle a 8 ans elle quand ça lui arrive, mais il y a des choses qu'elle décrit et je me dis juste ok, donc c'est ça, elle a de la chance, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, parce que c'est ses oncles, donc elle est violée par le compagnon de sa mère, et en fait ses oncles, quand ils découvrent ça, passent à tabac le mec après le procès, parce qu'il est quand même traduit en justice, etc., et le tue un tout petit peu en fait, il le tue complètement, et ça aussi ça m'a fait du bien de me dire que quelque part il y avait c'était une possibilité. Il y avait des gens qui auraient pu prendre ma défense comme ça et faire ça. On n'a jamais eu la preuve que c'était eux, parce qu'il a été retrouvé inanimé, mort. Voilà, mais bon, c'est pas... C'est con, mais ça fait partie des choses quand vous n'obtenez pas justice à l'endroit où vous êtes, et quand votre entourage ne fait cause pour vous, et on vous regarde en vous faisant clairement comprendre que c'est vous la fautive. Lire ça, je me dis ok, donc il y a moyen de faire autrement quand même. Donc c'est dangereux les livres, parce que ça, voilà, ça instille un peu de rébellion, et merci à eux quoi, parce que moi c'est comme ça en fait que j'ai construit le truc, en comprenant bien que la manière dont c'était traité dans le foyer dans lequel j'étais n'était pas la bonne quoi, du tout, et qu'il y avait moyen de faire ça autrement. Bon, pas forcément toujours tuer les gens, mais voilà. Donc c'est le corps pour moi, c'est ça. C'est vraiment j'aurais pas pu faire autrement jusqu'à cette minute-là. Sur le canapé, s'il existe, parce qu'en fait je réglais super tôt, je réglais à 10 ans et demi, et déjà là c'est un peu le bordel, parce que c'est pas, parce qu'il n'y a pas de femme sous le toit dans lequel je grandis, et qu'il n'y a personne pour m'expliquer ce qui se passe, que l'un de mes 2 tuteurs a beau faire des études de médecine, ça reste quand même un homme, et voilà, je sais qu'il manque 2-3 choses dans ce qu'il me dira à ce moment-là, même s'il fait de son mieux à ce moment-là, mais je me retrouve pré-pubère, enfin pas pré-pubère, parce que j'ai 10 ans et demi, j'ai 11 ans, je fais un 95B de poitrine, j'ai des fesses comme ça, enfin j'ai pas du tout un corps de
de petite fille. Et je pense que j'en parle dans le podcast La fille sur le canapé. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis sentie très proche du témoignage, enfin de l'histoire de Justine que je raconte dans l'article pour La Déferlante aussi, qui est une jeune fille noire qui a fait l'objet d'une agression sexuelle aussi, même âge. Et lors du procès, le mec qui l'agresse argue que c'est la chaleur africaine qui l'a saisi. Et ce mec-là, il est noir lui aussi, il est capverdien. Et c'est l'avocate qui dit ça, l'avocate de Justine, qui ose dire qu'elle ne sait pas dans quelle mesure le verdict, parce que le mec est acquitté quand même, il ne sait pas dans quelle mesure le fait que Justine était une petite fille noire avec les attributs qui étaient les siens n'a pas joué dans la décision des jurés, parce que les petites filles noires ne sont pas vues comme des petites filles en fait, parce qu'on est autre, on semble pas bénéficier de la même humanité. Et c'est quelque chose, moi, qui m'avait fracassé, qui m'avait renvoyé vraiment à ce que moi j'avais vécu à ce moment-là, parce que je me souvenais parfaitement de la manière dont moi on me regardait, quoi. Je me souvenais du cours de... Je n'ai pas raconté ça dans le livre, mais on avait cours de piscine en 6e, et on arrive tous... dans le bassin, et on doit passer par le petit bassin et puis sauter dans le grand. Bon, il est pas très haut, machin et tout. Et puis on passe tous à terre de rôle, et puis mon tour arrive. Et je fais le truc, et puis j'entends mes camarades qui ricanent, surtout du côté des garçons et tout, machin. Et puis les filles, elles sont un peu gênées, etc. Et il y a une espèce de truc là, bizarre. Et en fait, il s'avère que le professeur de gym a eu la gaule quand je suis arrivée. Voilà. Bienvenue. Comment vous dire que je ne suis pas retournée en cours de piscine du reste de l'année? Voilà, voilà. Ça vous place là, quoi. J'ai pas le choix. Le corps, j'ai pas le choix. On m'a pas laissé le choix. C'est... Il est appréhendé avant même ma personne, en fait. Et c'est le corps, et c'est la couleur, et voilà. Donc le corps, ouais, il est incontournable. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la parole. MeToo était en 2017, donc là ça fait 5 ans. Est-ce que... Je ne sais pas comment formuler les choses autrement que est-ce qu'il y a eu une libération de la parole, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de libération de la parole, et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Je sais pas si on avance. Je sais pas si on avance pas. J'ai essayé d'être positive. Alors attends, je reformule. En fait, à lire ton article, justement, j'ai l'impression que justement il y a beaucoup de récits de violences sexuelles qui sont racontés, mais que derrière, c'est comme si ça n'avait pas de conséquences. On voit que c'est entendu, on commence à percevoir que il y a de plus en plus de gens qui commencent à percevoir justement l'étendue de ces agressions et le côté systémique et la protection qui est mise en place depuis des années, des dizaines d'années sur les agresseurs. Et je pense entre autres à effectivement, je pense à des actions de justice qui n'aboutissent pas, qui n'ont pas lieu, et à des récits qu'on n'entend pas, en tout cas, ou qui ne sont pas relayés. Ouais, je pense que... moi, j'analyse un petit peu comme ça. Je pense que socialement, il se passe quand même quelque chose. Je dis ça parce que je pense que c'est important aussi pour qu'on ait envie de continuer à se lever le matin, à aller manifester, à lire des livres, qu'on a aussi besoin de se dire que des choses avancent. Je pense que
par exemple, je suis pas du tout certaine que et le livre d'Axel qui trouvant une éditrice et La Déferlante trouvant un public, ça aurait été des choses possibles il y a 10 ans, probablement pas. Moi, une des choses qui vraiment m'émeut, mais vraiment profondément, c'est de voir des jeunes filles qui ont 20 ans et qui savent qui ont un regard sur leur relation avec les garçons, avec les filles, avec les personnes non binaires, donc y compris sur leur identité de genre. Elles mettent des mots sur des choses que moi je n'avais même pas j'avais même pas de mots pour ça, j'avais pas de représentation. Moi je suis une femme hétéro, mais j'ai des copines lesbiennes. Quand elles me parlent de comment elles ont grandi, comment elles ont parlé de leur sexualité qui était marginale, qui correspondait pas à des modèles dominants, la difficulté de se retrouver sans modèle. Et je le vois sur des choses aussi qui sont... je pense qu'il y a des personnes infiltrées dans les institutions. Là, dans les écoles, à la rentrée, on a une circulaire sur l'accueil des enfants. Plutôt, je préfère le terme que mineurs, parce que je trouve que c'est une manière aussi de le déni d'enfance, en fait, quand on dit mineur à la place d'enfance, qui est souvent... dans les violences policières, ce qui est un truc qui revient très souvent, alors que vraiment, donc, les enfants, donc l'accueil des enfants et ados dans les structures éducatives, et je pense que cette circulaire, il y a 10 ans, personne ne l'aurait faite. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, un texte de loi, c'est pas que l'amour, on n'en parle pas, enfin, en l'occurrence, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'il y a des choses qui bouge un peu. Après, on a des institutions et je pense que cette crise démocratique qu'on vit en direct tous les matins sous nos yeux, cette espèce de gauche éparpillée en 1000 petits micro-partis égaux, je sais pas comment les appeler. Puzzle, ouais. C'est symptomatique d'un blocage institutionnel très fort qui fait que qu'on ne parle... qu'on n'arrive pas à... Enfin, si, les partis de gauche, pour le coup, je crois, il y a une réussite des mouvements féministes, il faut en parler, hein, la mise à l'agenda, par exemple, des violences faites aux femmes, le million demandé pour la lutte contre les violences faites aux femmes, le fait même que Valérie Pécresse, face à Jean-Jacques Bourdin, dise « Je vous parle, mais vous avez été accusé d'agression sexuelle », c'est un truc... Bon, voilà, en fait, je dis ça, je dis pas... pour être dans un positivisme un peu idiot, mais c'est parce que je pense qu'on a quand même besoin de se dire qu'on arrive à des choses. Après, je sais pas ce que t'en penses. Non, on est raccord. Et là, tout récemment, il y a Angela Davis qui a donné une interview pour le Guardian, dans lequel elle dit qu'il faut être, faut être foncièrement optimiste pour faire ce qu'on fait, pour être activiste, parce que sinon on va périr. Et qu'en fait il faut cultiver l'optimisme et la joie. Et moi j'aime bien cette idée aussi où la joie devient un propos militant, en mode ouais vous savez quoi, en fait vous commencez à bien nous gonfler, donc on va pas cramer sous vos trucs, on va pas se laisser consumer par ça. Et je crois que c'est pas tellement... à chaque fois, je grince des dents quand j'entends l'écoute. La parole. Où moi, je suis plutôt genre, ouais, non, en fait, c'est l'écoute. Les gens qui s'élargit. C'est pas encore ça, parce que on n'est toujours pas capable de se dire que cet agresseur potentiel peut être un membre de notre famille. Ça peut être notre père, ça peut être notre frère, ça peut être notre... Et il y a ce distinguo qu'on fait, il y a une espèce de frontière qu'on trace entre cette personne dans le public et ce statut d'agresseur qui sera un statut imaginaire à part entière, et où il n'aurait aucun lien. Enfin, cette personne ne serait pas liée au reste de la société. Et en fait, je crois qu'on n'y arrivera pas tant qu'on ne voudra pas se mettre d'accord sur ce truc-là. Potentiellement, les agresseurs dont on vous parle sont des membres de votre entourage. Et si, à un moment donné, on ne veut pas juste admettre cette vérité-là, on ne sera pas en mesure ni d'aider les personnes concernées, ni de comprendre quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour que ça survienne, pour qu'à un moment donné, le pouvoir se traduise de cette façon-là
dans les rapports les uns avec les autres. Et là, c'est la zone rouge, en fait. C'est parce que là, on s'approche de la famille, on s'approche de nos liens, on s'approche de l'intérieur. Et en fait, il y a une vraie résistance de la part de quasiment tout le monde là-dessus. Et vous êtes super mal vu quand vous soulevez ce point-là, en disant, mais dans quelle mesure tu sais que cet homme ou ce frère que tu adores n'est pas, comme moi je le raconte dans le texte, un putain d'abuseur de femmes, quoi. Et cet homme dont je parle est le fils de ma mère, quoi. Mais c'était un putain d'abuseur. Donc, est-ce qu'on est prêt à avoir ces conversations-là ? Est-ce qu'on est prêt à vraiment les avoir ? Moi, je peux l'avoir là, parce que j'ai coupé tous les liens, tous les ponts avec tout ça. Et ça me permet effectivement une liberté de parole qui n'est peut-être pas de mise pour plein d'autres gens, mais à un moment donné, je pense que ce personnage parle peut-être beaucoup à beaucoup de gens, pas seulement au sein des communautés noires. Donc, moi, effectivement, le prix à payer pour ça, ça a été ma famille, c'est ma fille. Enfin, voilà, c'est... Je n'ai pas... elle n'a pas d'oncle. Elle n'a pas d'oncle. Voilà, c'est simple. Et cette chose-là était rendue nécessaire, d'abord pour mon bien-être à moi, et puis parce que je n'aurais jamais pu imaginer qu'ils étaient en mesure de la protéger, elle. Mais ça va pas, quoi. Vu comment ils vont protéger moi, mais quelle blague, quoi. Mais bon, voilà, ça a été réglé. Je m'en vais, à partir du moment où je suis partie, j'ai coupé les ponts, ça a été réglé, en fait. Mais voilà, je voudrais qu'on ose aller au bout et se dire et se poser cette question-là. Qu'est-ce qui se passe quand l'agresseur est un de nos proches ? Est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre fait et cause pour la personne victime, ou est-ce que nos liens affectifs prendront le dessus, quoi ? Désolée, j'ai un peu plombé en bien. Il y a un autre article qui m'a marqué dans ce numéro-là. C'est l'article sur l'expression « on ne peut plus rien dire ». J'adore, mon expression préférée. Pourquoi est-ce que c'est une expression problématique et qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression-là ? Je pourrais jamais le dire aussi bien que Thibaut Grison qui a écrit l'article, parce que l'article, quand on l'a reçu, moi je me suis vraiment dit, ah bah ça y est, je viens de résoudre la question à 10 000 débats, c'est-à-dire que maintenant quand on me dira ça, je citerai Thibaut Grison. Et bah en fait, le on ne peut plus rien dire, c'est la fiction d'un pouvoir qui se met en position de victime de manière à mieux asseoir son pouvoir et à le conserver. Donc ça relève ça relève d'un truc qu'on vit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que les gens sont capables de vous dire frontalement, les dominants sont capables de vous dire frontalement l'inverse de la réalité. Tout le monde le sait et ils le disent quand même. Et on ne sait pas quoi faire, parce quand Éric Zemmour dit qu'il est le protecteur des femmes, il le dit. Et derrière, il y a Mediapart qui s'est sorti aujourd'hui. Il y a 8 témoignages de femmes, y compris des femmes de droite, d'extrême droite, et qui vont dire qu'elles ont été victimes d'agression de sa part. Et il va dire quand même qu'il est protecteur des femmes. Et je crois qu'on ne peut plus rien dire. Ça relève de la même... c'est une sorte de rupture cognitive terrible, parce que à partir du moment où des gens qui sont sur toutes les radios et on leur met sous les yeux le fait que Alain Finkielkraut, il est tous les samedis depuis 20 ans sur France Culture, il sort n'importe quel bouquin inintéressant, il a les matinales en gros, il y a Michel Onfray, il y a Raphaël Antoine, et on va leur dire, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez plus rien dire, vous le dites sur toutes les radios que vous ne pouvez plus rien dire. Et en fait...
En fait, et vraiment, moi, j'avoue, je suis une forme de. Alors là, je sais pas quoi dire. Pour le coup, je suis pas très optimiste là-dessus parce que. Ouais. Je sais pas ce qu'on fait en fait par rapport à ça. En fait. Moi, mon principe, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Donc, voilà. Je ne leur prête plus d'attention du tout, quoi. Tu veux faire quoi d'autre ? Et peut-être que ça a beaucoup à voir avec le fait que je pense que de vivre dans des sociétés libérales, parce que on est en Union, dans l'Europe occidentale, depuis la fin de Franco, globalement, il y a une liberté d'expression, on s'exprime comme on veut, donc on a peut-être, je sais pas, moins de réflexion et de précision sur la notion de censure. Et on ne réfléchit plus à ce qu'on peut mettre de manière très graduée dans ce terme. C'est-à-dire qu'un mouvement de la société civile qui va dans un amphithéâtre, je pense à ça pour dénoncer le fait que Sylviane Agacinski est invitée seule à une tribune pour dire à quel point elle est contre le mariage pour tous, sans avoir un contradicteur, et que ça passe pour une censure. Et que derrière, qu'en fait une forme d'expression, comme il y en a toujours eu dans la société civile, et en sachant que Sylviane Agacinski peut s'exprimer partout, et que derrière, on met aussi ce terme de censure quand littéralement un type du ministère écrit à Pauline Armange en disant vous ne publierez pas ce livre, ce qui est alors là un truc de censure mais 18e siècle, hein, c'est-à-dire c'est l'État qui dit vous n'écrirez pas. Heureusement, il y a eu justement un mouvement de la société civile pour contrer cette censure institutionnelle, mais à force de ne pas réfléchir au fait que il y a des canaux d'expression différents, il y a des moyens différents de faire pression, qu'avoir derrière soi la loi, le droit, c'est assez différent que d'avoir juste derrière soi, aussi gros soit-il, des manifestations et des tracts. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est une tâche des féministes. Là, je vois autour de la cancel culture qui est exactement complètement liée à ce truc de on ne peut plus rien dire. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est que la cancel culture. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Puisqu'en gros, c'est une sorte de signifiant complètement flottant où chacun est cancellé. En même temps, chacun est... Et en fait, à force de plus du tout réfléchir à ce qu'on met derrière ces mots-là, on en fait des choses qui voyagent dans le débat public, comme ça, chacun y met ce qu'il veut. Puis c'est... Donc, à la petite échelle, le travail d'une revue, c'est de poser aussi, osons le mot, des concepts. Donc, je crois que la rubrique où on parle de on ne peut plus rien dire, c'est l'histoire d'un slogan. On l'a vraiment pensé... en mode slogan militant, justement, dans cette idée de transmission. Et on ne peut plus rien dire. Pour la première fois, on a pris un slogan complètement anti-féministe et réactionnaire. Et là, je crois que c'est vraiment le slogan au sens d'antienne, quoi, de formule répétée. Et on ne sait pas quoi mettre derrière, si ce n'est... Donc voilà, notre travail en tant qu'éditrice, ça va être de ça, de remettre... un sens, la censure, c'est pas la même chose dans tel ou tel pays, c'est pas la même chose fonction de ça vient du corps politique, ça vient du corps social, ça vient d'une toute petite association ou ça vient d'un intellectuel qui a je ne sais pas combien de... C'est vrai, ouais. Voilà, donc... Mais j'ai pas de réponse. Non, j'en ai pas non plus. La Déferlante a 1 an. Comment est-ce que vous voyez cette année qui vient de s'écouler et ces différents numéros et ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait une sorte de bilan? Alors pour être honnête, on n'a pas pris le temps de le faire. Enfin, si je dis ça, on a vraiment regardé. On a regardé qui étaient nos lectrices, ce qui était très intéressant parce qu'on avait une lectrice type quand on au départ, je sais pas si tu fais ça pour ton livre. T'imagines qui va être la lectrice, le lecteur. T'as un lecteur idéal ou une lectrice idéale dans ta tête en fait, et en fait tu découvres pas du tout.
pas du tout. Et tant mieux, parce que... C'est la bonne surprise. Ouais, parce que c'est une bonne surprise. Et on a tendance à être un peu plus restreint, en fait, dans notre tête. Et je sais que, effectivement, quand j'ai vu passer l'étude, ouais. j'ai un peu souri, quoi, en mode « Ah, d'accord, ok ». Nous, la grande surprise, c'était justement le fait d'avoir un lectorat. Alors, l'étude lectrice, c'est des gens qui ont répondu en ligne, hein, donc probablement très, très connectés. Mais c'était notamment qu'elles étaient jeunes, hein, donc c'est chouette. Hein, on se dit on transmet des choses. Après, on a des chiffres, hein, on en parle dans ce numéro 5. Et puis après, un bilan, c'est passé très vite. On a beaucoup travaillé et pas assez pris de vacances. Mais non, je trouve que ça... Moi, c'est encore un peu trop tôt parce que je vois surtout, au-delà du bilan des 1 an, je vois surtout tout ce qu'on pourra faire dans les dossiers années à venir, vraiment les émerveillements de lecture, d'écoute, de réflexion qu'on peut avoir, qui sont des grands plaisirs de lectrices, d'éditrices, de personnes humaines aussi, parce que par exemple au comité éditorial il y a une bonne ambiance, donc ça c'est important. Malgré le Covid, malgré la visio, malgré voilà quoi. Donc, Après en termes politiques, c'est une année on se dit rien ne s'est passé comme prévu et si je crois qu'il y a 1 an on savait déjà qu'il n'y aurait pas de candidat de gauche potable. Mais ça on sait. Ça viendra, hein, probablement. On continue d'y travailler. On fera le bilan des 10 ans un jour. C'est ça. Nos lectrices auront vieilli. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui compte, c'est qu'il faut qu'on les emmène avec nous. Forcément, ouais. Ah, ouais, d'accord. Est-ce que la revue, elle ressemble aujourd'hui à ce que vous aviez imaginé ? Est-ce que, je pense en termes de dossiers, de rubriques aussi, est-ce que vous avez eu des surprises par rapport à l'accueil qu'elle a eu ? C'est des surprises très agréables parce que vraiment, on a eu des chouettes retours de lectrices. Quand on va dans les rencontres en librairie, c'est toujours hyper sympa. Donc, s'il vous plaît, ne la faites pas mentir ce soir. Non, il y a aucun souci. En plus, parce que je dis ça, on a eu aussi ce qui est complètement normal et ce qui est très bien parce que on a eu des critiques, on voit ce qu'il faut, on a essayé de réajuster le tir. Il y a plein de choses mais je pense que c'est ça aussi qui est chouette. On parle tout le temps là en ce moment de déconstruction. Sandrine Rousseau, elle a mis ce terme. Et quoi qu'on en pense, ce que je trouve assez chouette, c'est que ça réintroduit de la dynamique dans le fait que quand on est engagé, quand on est militant, on va d'apprentissage en apprentissage et et je crois que la revue, elle est un petit peu là-dedans, dans le fait que, par exemple, pour parler très concrètement, notre charte typo-orthographique, elle a évolué parce qu'il y a, au départ, par exemple, on n'avait pas le pronom IEL et puis là, on commence à l'utiliser. Donc ça fait partie des choses où on se dit, il faut faire ça. On a un petit peu réduit le nombre de pages aussi parce que pas mal de gens nous ont dit, 3 mois, 160 pages, c'est... Donc ça fait partie des choses où on évolue et puis... Est-ce que la réalisation du coup de ces numéros, de cette revue, ça a modifié ta façon de travailler en tant que journaliste, le fait d'avoir... déjà le fait d'avoir ta revue, mais aussi cette revue-là. Ce qui est certain, c'est que ça questionne toujours d'où on parle, ce qui est un truc très fort des expériences féministes, et ce qui est complètement lié... à la fois aux transmissions et au corps, c'est-à-dire que on se dit toujours j'ai réduit une histoire et je réfléchis à ce qu'on va faire plus tard et puis moi je suis en l'occurrence je suis un corps blanc hétéro
c'est dans la norme, machin. Donc qu'est-ce que ça voilà, j'ai bénéficié de certaines ressources. Quand je parle, quand je regarde le monde, je sais que je pose un cadre lié à ces conditions-là. Donc, c'était des choses dont j'étais convaincue avant la revue. Là, maintenant, il s'agit de transformer cette prise de conscience en démarche d'éditrice, et puis quand on trouve encore le temps d'écrire des textes pour la revue, toutes les quatre, parce qu'on comme on est 4 rédactrices en chef, voilà, c'est aussi une question qu'on se pose, quoi. Et par exemple dans la revue, il y a quelque chose qu'on assume complètement. Ce que fait Axel dans son texte, c'est de dire je, et c'est d'être à la fois dans un regard qui parle du monde, qui est dans dans un regard de journaliste, hein, comme on peut le faire, tout en ne faisant pas comme si le journaliste plutôt n'avait pas de corps, n'avait pas sa propre voix, n'avait pas son propre regard, donc en réincarnant peut-être un peu le propos. Après, qu'est-ce que ça a changé Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'idée d'une revue, c'est qu'on puisse y faire entendre beaucoup de voix, y faire parler beaucoup de monde, alors les unes à côté des autres, les voix les unes avec les autres. Et je trouve que ça permet d'avoir différents rythmes dans la revue, et ça, c'est quelque chose de... Bon, c'est beaucoup de travail, notamment de coordination au quotidien, mais après, je trouve que c'est une vraie... Cœur de voix. Ouais, c'est ça, un cœur de voix, exactement. C'est d'essayer de faire parler ensemble, à côté, d'un numéro à l'autre. Enfin, c'est d'engager le dialogue là qui est... C'est quoi la suite là pour chacune de vous? À part d'avoir des bières là tout de suite pour l'anniversaire, mais c'est une grande tournée. Oh non, une tournée des librairies pour ce nouveau numéro. Axel, elle est dans tous les journaux en ce moment. Donc Axel va essayer de survivre jusqu'au mois de mai. La suite, c'est effectivement la promotion de cet ouvrage qui se combine avec une aventure qui m'attend au mois de mai à New York, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Sound of New York, qui est organisé par les Villes Albertines et qui invite 7 podcasteurs français à découvrir l'écosystème du podcast américain, et je suis l'une des 7 qui a été sélectionnée. Voilà, donc ça c'est voilà, là ça arrive vite, là ça va être au mois de mai, donc là c'est un peu c'est que des trucs chouettes, en fait. Je suis sûre que j'oublie plein de trucs, mais ça, les rencontres en librairie, effectivement, vont commencer au mois d'avril. J'ai bien hâte, parce que c'est une chose d'avoir la presse et de faire les journalistes, mais c'est pas du tout le même rapport avec le public, et de voir ce que ça a apporté individuellement en fait à des gens. Après, moi je suis super bien lotie parce que je n'ai affaire qu'à des journalistes qui justement ne font pas le distinguo je suis journaliste et je n'ai pas été affectée par ce que j'ai pu lire. Non, moi j'ai eu que des personnes qui ont osé me dire voilà pourquoi j'ai aimé ce texte et voici comment il a résonné en moi. Donc, est-ce que c'est moi qui suis juste chanceuse pour l'instant? Ça se passe comme ça. Donc, franchement, c'est vraiment très agréable. Merci à elles toutes, parce que pour l'instant, ce ne sont bien sûr que des femmes. Et sur le feu, ce sera... Il y a un nouveau podcast que j'ai pitché lors du festival Longueur d'onde à la fin du mois de janvier à Brest, qui est le festival de la radio et du podcast, qui portera cette fois sur la parentalité et l'incidence que peuvent avoir les violences sexuelles sur la parentalité. Et c'est un contenu que moi je veux faire depuis très longtemps. On avait enregistré dans le cadre de La fille sur le canapé déjà on avait interrogé mes témoins sur cette question-là. On n'avait pas pu le garder parce que j'avais déjà pris beaucoup de temps
voilà, et que vraiment j'avais pris tout le temps possible pour que ce soit produit, et c'est un truc qui me travaille, qui m'a toujours beaucoup travaillé, parce que dans les retours en MP que j'ai eu suite à la diffusion de La fille sur le canapé, j'avais beaucoup de filles ou de mères me demandant comment j'avais fait moi avec ma propre fille pour aborder ne serait-ce que la question de mon agression, et également la question de l'intime et des relations sexuelles, et voilà, avec en étant ou d'un côté ou de l'autre, enfin en étant ou les mères ou les enfants qui avaient eu des mères qui avaient traversé une épreuve de cet ordre-là. Et donc ça c'est la prochaine étape. Ce sera pas une série, parce que je ne suis pas capable, j'ai plus le jus pour faire quelque chose de 6 heures, d'aussi dense. Ce sera probablement beaucoup, enfin peut-être en 2 fois 60 minutes, je sais pas, je réfléchis encore à la forme que je veux lui donner, et c'est d'autant plus important pour moi que, en fait, il faut savoir que dans les unités qui accueillent les mères en dépression suite à leur accouchement, 40% d'entre elles révèlent avoir été victimes de violences sexuelles dans l'enfance, et en fait la grossesse réactive à ce moment-là et altère parfois le lien avec l'enfant, et voilà, moi je sais que je voulais pas avoir un garçon, je pouvais pas m'imaginer mère d'un garçon, et ça a changé après, parce que j'ai récupéré des pans de mon histoire qui m'ont fait comprendre que les hommes noirs n'étaient pas que néfastes, et là vraiment je parle de mon parcours à moi, et récupérer ce pan-là de mon histoire et découvrir que j'avais un père bienveillant, féministe, extraordinaire, qui avait su comment il allait m'appeler avant même que je naisse. Ça répare un peu, quoi. Il y a des choses qui se remettent bien en place, mais c'est survenu tard, et j'ai pas eu d'autres enfants, mais ça a ce genre d'incidence, et c'était une des questions qu'on s'était posées que j'avais posées à chacune des témoins. C'était vraiment, est-ce que vous voulez un garçon ou une fille, et chacune d'entre elles, en fonction de la réponse qu'elles avaient donnée, on comprenait ce qui se jouait encore. Donc ça c'est le plus proche, et je pense que c'est pour 2023 ça, un documentaire qui me tient beaucoup à cœur, et je suis trop contente de pouvoir le faire, qui va s'intituler Tu crois vraiment que parce que je suis noire je baise mieux? Voilà. Et qui va porter sur l'intimité des femmes noires, et particulièrement la sexualité des femmes noires, et c'est un documentaire pour lequel je vais avoir la chance, la possibilité d'aller interroger des femmes en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes et au Brésil, c'est une sociologue américaine qui s'appelle Loretta Ross qui dit que la révolution sexuelle des femmes noires n'a pas encore eu lieu. Et je pars de ça. Je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. J'ai une petite idée sur la question, mais je voudrais faire participer d'autres gens. Et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que j'aurais fini mon triptyque sur l'intimité des personnes noires, en l'occurrence des femmes noires, avec ce documentaire. Voilà. En vidéo, du coup? En documentaire, docu TV. Voilà. Et voilà, tout ça, on passe à un autre médium, à un nouveau médium. Nous, on va faire une revue tous les 3 mois. C'est beaucoup plus. Mais on reste sur le même médium. Ça. On reste sur le même médium. Là,
Le numéro qu'on prépare donc pour juin, ce sera sur rire. C'est dit après tout. Juste avant l'été. Ouais. Et puis en septembre, on fera quelque chose justement sur faire famille. On cherche encore un titre. Mais avec cette idée que là, il se passe aussi quelque chose dans la façon dont les féminismes secouent la structure familiale nucléaire dans laquelle on baigne depuis longtemps. Et voilà, et en décembre, ce sera joué. Et puis pour l'an prochain, on n'a pas encore de... Mais mais vous avez déjà jusqu'à décembre, du coup. Joué, ok. Enfin, après, je vous dis ça, on peut changer. Hein. Ouais. Mais là, comme ça... Une piste, on va dire. Une piste. Et puis, sur 2023, on n'a pas encore plus que ça de réflexion, mais voilà, on va continuer. Tant qu'il y a des lectrices, on continuera. Et des autrices. Ouais. Non, mais on est là, nous. Hein. Voilà. et je tiens quand même à ajouter un truc aussi, le fait que il y a une grande diversité en fait dans le comité éditorial, et ça oblige en fait chacune. Parce qu'on a tout un point de vue situé. Il n'y a pas que toi qui a un point de vue situé. Moi aussi, j'ai un point de vue situé qui ne correspond pas à une autre femme noire qui aurait pas tout à fait la même expérience que moi. Et en fait, ça nous oblige à nous décentrer en permanence en fonction des autres. Parce que on est pluriel et on est toutes... on emmène toutes dans l'équation nos vécus respectifs. Et c'est une super aussi opportunité, ça, de voir ça et de vivre ça comme ça. Voilà. Merci Axel, merci Manuel. Et bravo pour les textes et le boulot, pour tout le boulot. Merci. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.